24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, les Alouettes de Montréal remportent la Coupe Grey et le joueur Marc-Antoine Dequoy devient viral. Grève du Front commun, un conciliateur a été nommé par Québec. Procès d'Harold Lebel, deux hommes sont poursuivis pour avoir révélé l'identité de la victime, Catherine Fournier. Et en Argentine, un nouveau président hors du commun, le président à la tronçonneuse. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Impossible de commencer à parler de cette journée sans parler de l'événement d'hier soir. La Coupe Grey, même si c'est moins suivi que le Super Bowl de par le monde, mais c'est un gros événement sportif ici au Canada. C'est ça. C'est la Coupe du Canada, là, au football. C'est pas le même calibre que la NFL, mais quand même. Mais quand même, coupe qui a été remportée par les Alouettes de Montréal, là, quand même, après 13 ans, qui se sont représentés, qui rapportent la Coupe à Montréal après que peu d'équipes aient vu cette équipe-là se rendre jusqu'en finale, là, ma foi. En demi-finale, on donnait pas cher de la peau de Montréal face à Toronto. Et pourtant, Montréal qui a fini par l'emporter en demi-finale, l'emporter également en finale d'une magnifique façon. Ouais, parce que là, hier soir, ils ont tiré de l'arrière presque tout le match, mais sans jamais qu'il y ait trop de distance. Il restait à quelques points, toujours proches. Ouais, et assez proches pour pouvoir causer la surprise dans le dernier 2 minutes. Exactement, en l'emportant par la marque de 28-24. Donc, une très belle partie jouée par les Alouettes de Montréal. Mais ce qui a retenu surtout l'attention, Mario, c'est une entrevue d'après-match, ce qui est assez exceptionnel, merci, considérant qu'habituellement, les sportifs sont avares de commentaires. On peut le dire comme ça, souvent les entrevues après un championnat, c'est pas pareil. Là. Plus émotif quand même. Plus émotif quand même, certains diraient même très émotif, alors que le joueur de défensive Marc-Antoine Dequoy, québécois d'origine, a été, lui, saisi là, sous le coup de l'émotion dans une entrevue qu'il donnait d'après-match à RDS. Et il a passé un message qui devenait un peu politique quand même, Mario. On peut écouter tout ça. C'est le rêve d'une vie, man. C'est le fucking rêve d'une vie quand il y a une coupe bleue, man. Merci tout le monde, man. Ah, moi, je sais pas quoi dire. Merci à tout le monde. Tout le sport. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, pis ça parle juste en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais c'est quoi, man? Gardez-le, votre anglais! Parce qu'on va voir cette coupe-là! Gardez-le, votre anglais. On ramène cette coupe-là à Montréal. On la ramène au Québec, chez nous. Oui, puis la situation qu'il dénonçait, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand il dit, ils ont jamais cru en nous, même à TSN, c'est écrit. Moi, quand il parlait... Moi, tout le reste, je comprenais puis je trouvais ça bon. Ça, je savais pas de quoi il parlait. Là. Je l'ai su ce matin. Oui, parce que c'est sur le guide télé, là, quand vous ouvrez votre guide télé pour regarder. Non, mais t'imagines-tu, Alex, que tu regardes le guide télé du Super Bowl, puis qu'on se trompe? D'équipes qui se rendent au Super Bowl. Imagine ça aux États-Unis. Là. Ben, c'était l'équivalent. Quand je disais tout à l'heure que peu de gens croyaient en la victoire là, des Alouettes de Montréal en demi-finale contre Toronto, mais c'est allé jusqu'au point où dans le guide télé, c'était encore écrit que la finale se disputait entre Winnipeg et Toronto, au lieu de Winnipeg et Montréal, comme ça a été véritablement le cas. Puis pendant la partie d'hier, c'était encore comme ça. On a appris également là, dans les derniers jours que les affiches pour la Coupe Grey étaient uniquement en anglais au départ. Ça a l'air que dans le stade hier, tu pouvais pas lire un mot de français à nulle part. Toute forme d'affichage, partout, c'était de l'anglais. Moi, j'ai vu, parce que c'est le stade Tim Hortons, puis il était écrit comme Tim Hortons, stade Tim Hortons Stadium. Là, il y avait un stade avant le mot. C'est à peu près les seuls mots de français là, qui ont été observables, mais tout ça pour dire qu'on n'avait pas prévu du tout de voir des affiches en français durant la finale. Il y avait toujours sur le cœur l'hymne national en anglais seulement du match précédent là, à Toronto. Exactement. C'est une accumulation comme ça de détails. On pourrait dire, je pense, que dans le cas de Marc-Antoine, émotif, ça a sorti un peu par moton. Ça a sorti un peu par moton, là. Lui qui est revenu plus posé 12 heures plus tard ce matin lorsque l'avion de l'équipe s'est posé à Montréal. Et bien qu'il était encore très émotif, très survolté par la victoire, il a tenu quand même à tempérer ses propos, mais pas à s'excuser, Mario, en disant que le message, quand même, sur le fond, il est là, qu'il avait l'impression que le français n'a pas été respecté du tout. Parce qu'après tout, la Ligue canadienne de football, c'est une ligue canadienne dans un pays bilingue. Et donc, une ligue bilingue aussi, Mario. Là. Hamilton, tout est bilingue.
C'est... T'as pas l'air sûr. Ouais, c'est ce qui a été dénoncé beaucoup, puis même j'ai passé la journée à regarder un peu, Mario, les différences d'un côté comme de l'autre. Par exemple, là, si tu prends la Ligue nationale de hockey, la NHL ont un compte Twitter qui est anglais, mais aussi le compte LNH qui est francophone et qui fait du contenu francophone, mais en fou, là, qui vont prendre le temps d'aller interviewer des joueurs québécois pour générer des articles. Ils écrivent tous les jours, ils font des publications tous les jours. En français. En français, puis c'est pas une ligue bilingue, là, la Ligue nationale de hockey. Et pourtant, ils font l'effort puisque une équipe francophone, les Canadiens de Montréal. Et tu sais qu'il y a quand même maintenant quelques amphithéâtres aux États-Unis, quand le Canadien passe, qui font l'hymne national avec du français. Oui, puis c'est des belles marques de respect qui sont posées. Là, on parle d'une ligue bilingue. Et je suis allé vérifier le compte parce que CFL, le Canadian Football League, a évidemment un compte également Twitter LCF, donc Ligue canadienne de football. En cette date, là, Mario, à ce moment-ci où on se parle, toi et moi, il n'y a pas de publication encore pour annoncer la victoire des Alouettes dessus. La dernière publication, c'est une publication qui disait « Ah, telle date, rejoignez-vous pour la Coupe Grey ». Ils n'ont toujours pas publié. Il n'y a même pas de résultats de publiés. Pour te montrer à quel point il y a peu d'importance. C'est secondaire et pas géré. C'est des exemples comme ça qui ont été relevés par le public un peu partout, mais surtout... Mais le télé-horaire, autant, hier, je ne savais pas de quoi il parlait, Marc-Antoine, autant... Quand je l'ai su un matin, je capotais. Je disais, OK, dans le télé-horaire, t'as le championnat, la coupe, là, le championnat final, puis tu mets pas les bonnes équipes. C'est un canal de sport. Ouais, c'est quelque chose. Puis ça a fait beaucoup sourire. Donc, Marc-Antoine Dequoy, qui est devenu viral, littéralement, là, cette vidéo-là. Mais en français, il y en a, parce qu'au Canada anglais, il y en a qui il y a du Dequoy bashing. Pas à peu près. Oui, exactement. Là, beaucoup de gens qui s'en sont pris à lui, aux Québécois, aux francophones, en général. Mais il y a qui disent notamment que... ils disent, ben oui, mais lui, il y a un paquet de ses coéquipiers, de ses collègues qui parlent anglais. Ben... Ça n'a pas rapport. Oui, ça n'a absolument pas rapport. Surtout que, semble-t-il que dans le vestiaire des Alouettes, le français, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant. Ça a l'air que le nouvel entraîneur a beaucoup insisté là-dessus puis encouragé les joueurs à apprendre des mots des petites phrases. Oui, les joueurs sont capables, semble-t-il, de nommer leur nom. Pas leur nom, mais le numéro plutôt de leur jersey en français, prennent des petits cours sur Duolingo, des formules de politesse. Tu sais, il y a un effort quand même, le conscient, qui est mis de ce côté-là. Mais il y en a qui ont honoré, au contraire, le Marc-Antoine Dequoy. C'est le cas, entre autres, de l'Université de Montréal, parce que c'est un ancien des Carabins, donc de l'équipe de l'Université de Montréal, et eux ont changé la fiche de leurs ex-joueurs, là, où on écrit, où ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils font. Dans son programme d'études, il est écrit maintenant « Doctorat en entrevue d'après-match », et à sa position, il est écrit « Futur premier ministre ». C'était absolument hilarant ce qui a été fait comme petit hommage comme ça par l'Université de Montréal. Mais moi, je veux dire, je l'ai adoré hier soir, puis on comprend, je veux dire, c'est trop émotif, tout ça, puis je comprends qu'un matin, lui, il était un peu mal. Hey, là, j'ai comme, j'en ai trop mis. Gardez-le, votre anglais, ouais. Puis peut-être même parce que là, il se trouve à avoir comme parlé un peu contre la Ligue, ce qui est interdit. Les joueurs, tu peux pas chialer contre l'arbitrage, tu peux pas chialer contre l'organisation des matchs. Dans toutes les ligues de sport, tu peux jamais chialer contre la Ligue en entrevue et tout ça. Mais je l'ai adoré aussi un matin, c'est-à-dire que je dis qu'il reprenant ça, puis là, mais je veux dire, le gars, trompe-toi pas, là. Va aux Alouettes l'année prochaine, là, tu vas avoir des numéros 24 là, de quoi, là, il va vendre des chandails. Là. Il s'est fait une gang de supporters hier parce que je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui vivaient un peu cette frustration-là. Puis on le sentait avec le français et l'hymne national. Il y a bien du monde à qui ça a fait du bien. Là. De retour au Québec à la demande du Front commun et quelques heures avant le déclenchement d'une grève qui devrait durer 3 jours. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé la nomination d'un conciliateur pour tenter d'en arriver à une nouvelle entente négociée avec les employés de la fonction publique. Tout ça, bien sûr, avec le Front commun qui avait déjà interpellé le ministre du Travail depuis la semaine dernière à ce sujet-là. Et c'est finalement aujourd'hui qu'il a donné son accord. Donc, on va tenter de négocier avec le Front commun. À comprendre que ça exclut, par contre, la Fédération autonome de l'enseignement, qui, elle, entame sa grève générale illimitée dès cette semaine. On espère, là, bien évidemment, en arriver à une solution très bientôt, parce que la grève du Front commun est prévue du 21 au 23 novembre. On commence dès demain. Mais pour l'instant, le Front commun, qui regroupe, là... Parce qu'essentiellement, c'est un bloc. Tu as la FAE à côté, tu as les infirmières, la FIC de l'autre côté. Mais le Front commun, c'est la CSN, la FTQ, la PTS, la CSQ. C'est beaucoup de monde. C'est 400 000. C'est beaucoup plus gros que les autres. Et eux,
présentement, ils n'ont plus d'autres dates d'annoncer. Là. Ils ont demain, mercredi, jeudi, les 3 dates cette semaine, les 3 prochains jours. Mais eux, c'est pas illimité, là. On n'a pas une longue durée. Mais là, tout le monde se dit, là, est-ce que demain, tu sais, des fois, pendant qu'ils font leur grève, ils annoncent déjà la prochaine. C'est ça qui s'était passé la dernière fois, là. Tu sais, le matin de leur grève, ils ont annoncé les 3 journées de cette semaine. Ouais. Alors, est-ce que demain ou après-demain, est-ce qu'ils pourraient réannoncer une grève générale illimitée ou plus de journées? Mais là, on se dit, s'ils viennent d'obtenir la nomination d'un conciliateur, ce que ça veut dire qu'ils pourraient se mettre sur pause les grèves pour une couple de semaines, c'est la question. Oui, parce que ça a été salué positivement par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est bien évidemment la responsable, celle au cœur de toutes ces négociations-là avec la fonction publique. Mais on dit toujours attendre des contre-offres de la part des groupes syndicaux. Là. C'est quelque chose dont tu parles depuis Belle Lurette, ici à l'émission, Mario, là, d'attendre cette fameuse contre-offre qui n'a pas été faite là, du côté des syndicats. Eux qui disent qu'ils font... Peut-être que le conciliateur va un peu la forcer, là, va aller voir le but du conciliateur, c'est d'aller voir les partis, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, sur quoi vous seriez prêt peut-être à céder. Ouais, est-ce que ça pourrait changer la dynamique selon toi? Ben, peut-être un peu. C'est juste qu'il y a une notion de temps. C'est que là, on fait ça, on est en grève demain matin. On annonce le conciliateur aujourd'hui, on dit que le conciliateur entre en poste officiellement demain matin. Mais entre toi et moi, il y a des dizaines de tables de négociation sectorielles sur tous les secteurs et les sous-secteurs. Fait que lui, je sais pas là, combien de jours, combien de temps il va avoir besoin, ne serait-ce que pour se faire une idée de quoi on parle. Là. Ouais, aller prendre la température de l'eau. Lire les documents, parler aux différentes parties pour voir, bon, il y a toutes des affaires qui sont moins essentielles pour vous. Lui, il faut qu'il se fasse une idée, il faut qu'il se trouve un chemin pour essayer d'améliorer la négociation. Fait qu'à mon avis, avant qu'on ait des résultats, ça va prendre quelques jours. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui se tenaient les audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le fameux CRTC, pour tenter de trouver des manières d'appuyer le contenu canadien. Des audiences publiques qui étaient ouvertes aujourd'hui par Pierre-Carl Péladeau, PDG de Québecor, et 4 autres membres de la haute direction de l'entreprise qui ont été donc là, les tout premiers à s'exprimer lors de ces audiences publiques. Et ce qui a intrigué, disons, peut-être pas surpris, mais intrigué, c'est que M. Péladeau a ouvert son allocution en reprenant des lignes d'un témoignage qui a été fait au CRTC, mais en 2011, donc mais 12 ans plus tôt. Il l'a dit après. Voilà. Il a laissé les gens constater. Ça avait l'air très d'actualité, puis tout ça. Oui, parce qu'il mettait, il y a déjà 12 ans, mettait en garde contre la naissance d'un cercle vicieux inéluctable qui mène à la chute des diffuseurs locaux au profit des Netflix de ce monde et à l'extinction d'industries culturelles locales. C'est sûr que ça ressemble beaucoup au contexte actuel. Puis la façon, l'engrenage par lequel c'est arrivé, là, tu mets des obligations aux uns, tu amènes des compétiteurs internationaux, tu leur donnes un avantage compétitif, tu leur mets pas les mêmes obligations, eux n'ont pas à payer, eux n'ont pas à investir dans le contenu canadien, n'ont pas à mettre de l'argent dans des fonds. Alors, tout est arrivé tel qu'il l'avait prévu. Oui, parce qu'il y a un carcan réglementaire qui est dénoncé en ce moment au niveau du CRTC, qui est un organisme qui a des règles qui peuvent sembler parfois désuètes ou assez anciennes, merci. On demande entre autres, justement, comme tu l'as expliqué, avoir un service de base obligatoire, des chaînes de distribution obligatoires, des quotas de diffusion, quotas de programmation, fournir des rapports et des rapports encore au CRTC. Mais tout ça avait été mis en place par le CRTC à une époque où il disait essentiellement, mais tu sais, les câbleaux distributeurs, il n'y a pas vraiment de compétition, tout le monde prend le câble, ils font full d'argent, il faut qu'ils en réinvestissent. Il y avait toute une pensée. Est-ce que tout le monde prend le câble encore en 2023? Là, c'est ça, en 2023, les gens se désabonnent par milliers chaque année, se désabonnent du câble pour s'abonner à des plateformes internationales à qui on demande rien, à qui on donne pas les mêmes obligations. Fait qu'il y a quelque chose de complètement archaïque là, dans le cadre actuel. Bon, du côté positif, on pourrait dire justement, là, le CRTC fait des audiences pour le réformer, ce cadre-là. Mais c'est tellement lent. T'sais, ça a pris 8 ans à changer la loi sur le CRTC. Ça a pris 8 ans à changer la loi. Puis là, en réaction, on dit, OK, là, on a une nouvelle loi. Ben, comment on va mettre en application notre nouvelle loi? Là, on va faire des consultations. On a organisé des consultations. Ça a pris 6 mois de les organiser. Là, ces jours-ci, les gens vont parler. Donc, les consultations se tiennent. Là, après ça, ils vont écrire le rapport ces consultations avec des décisions. Puis là, peut-être ils vont amener une nouvelle réglementation au printemps. Fait que, tu sais, le CRTC, il agit, on compte en années, là.
Alors que la tempête médiatique, les affaires déboulent de semaine en semaine, de mois en mois. Oui, la crise, elle est actuelle et pas ça va pas nous arriver dans le visage dans quelques années. C'est maintenant que ça se passe. On est dedans. Absolument, et c'est très lent, malheureusement, mais vibrant plaidoyer quand même là, qui a été fait aujourd'hui là, à l'ouverture de ces audiences. Dans les affaires judiciaires, maintenant, il y a une première au pays qui se produit en ce moment. Des accusations qui sont portées contre 2 hommes qui sont accusés d'avoir violé un interdit de non-publication lors du procès devenu extrêmement suivi d'Harold Lebel, l'ancien député, qui, bien évidemment, impliquait la victime, Catherine Fournier, actuelle mairesse de Longueuil, ancienne députée. Qu'on sait maintenant, parce qu'après le procès, elle a choisi, elle, de rendre publique son identité. Oui. Mais au moment du procès, il y avait une ordonnance de non-publication sur l'identité de la victime. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Là. Dans les médias, même si c'est une information qu'on avait su, replacez-moi il y a quelques années, j'aurais pas pu vous parler de ce cas-ci, ni citer le nom de Mme Fournier, parce qu'il y avait cet interdit de non-publication. Et pourtant, mais il y a 2 hommes qui l'ont violé durant le procès, en novembre 2022, l'ont nommé directement dans des publications sur le réseau social X, anciennement Twitter, avec des commentaires qui sont absolument déplorables, qui viennent avec, là, oserais-je commenter, et qui, par la suite, c'était des termes qu'ils ont utilisés très directs, là. Tout le monde sait que c'est une ex-députée, maintenant mairesse sur la rive-sud de Montréal, par exemple, écrivait un des accusés. Et là, ce qui est spécial, c'est que c'est la première fois qu'on dépose des accusations officiellement au Canada suite à des ordonnances comme ça de non-publication. Et qu'on clarifie ce qui avait déjà été dit là, par le juge, par d'autres juges, que quand vous publiez sur Facebook, c'est un média. Oui. C'est-à-dire que vous utilisez un média de diffusion de votre propos. Donc, s'il y a une ordonnance de non-publication, vous diffusez sur Facebook, même si vous avez juste 42 abonnés, vous avez diffusé ces 42 abonnés-là, votre contenu. Oui, parce que dans les médias sociaux, il y a médias, Mario, tu fais bien de le rappeler. Et là, les accusés risquent quand même une amende maximale de 5 000 $, emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour. Là. Donc, il faut face quand même à des véritables sentences qui pourraient tomber autour de ça. Catherine Fournier elle-même réagit aujourd'hui, rappeler bien évidemment l'impact que ça avait eu comme ça de révéler son identité, mais aussi souligner le fait que c'est une prise de conscience collective qui se fait là, sur l'importance de respecter les ordonnances de non-publication. Puis c'est quelque chose qui pourrait donner confiance aux autres victimes. Là, parce que quand on s'engage dans des démarches judiciaires, qu'on a été victime d'agression, qu'on souhaite taire notre identité pour le reste, c'est important de sentir que cette ordonnance est respectée. Si elle ne l'est pas, on pourrait avoir des victimes qui vont décider de ne pas se mettre de l'avant dans tout ça. Donc voilà, un procès qui risque d'être suivi, surtout que c'est, comme je le disais, une première au pays. L'homme qui est condamné à purger la prison à vie pour le meurtre de sa conjointe à Saint-Donat, Andréane Ouellette, en 2021, va purger au moins 13 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à une remise en liberté. C'est ce que tranché le tribunal aujourd'hui au palais de justice de Joliette contre Alexandre Boudreau-Chartrand. C'est cet homme-là qui a assassiné sa conjointe de 32 ans, reconnu de meurtre non prémédité, 27 septembre 2021 dans l'Anaudière. Lui qui avait avancé une défense un peu chambranlante qui n'a pas été crue finalement par le jury, dans lequel il avançait que sa conjointe aurait déboulé dans les escaliers. Pourtant, on a prouvé lors du procès que les blessures n'étaient pas compatibles avec ce genre d'accident. Économie. Après avoir été habitué à des profits records du côté d'Hydro-Québec, voilà que ça chute pour ce trimestre de 500 millions, troisième trimestre de l'année. On a fait un bénéfice net de 363 millions pour les mois de juillet, août et septembre cette année, en baisse de 500 millions, là, 499 pour être plus exact, comparativement à la même période l'an dernier, là, où on avait eu quand même des profits records, faut-il le souligner, Mario. 862 millions. Notamment parce que le prix du pétrole était à des niveaux records, puis on l'oublie, mais il y a de la substitution entre sources d'énergie. Fait que quand il y a une source d'énergie dont le prix monte, les sources d'énergie alternatives voient leur prix monter. Peut-être pas autant que le pétrole, mais quand même. Donc, Hydro avait vendu, je me souviens, le rapport, on nous disait qu'à l'exportation, on avait vendu, plus d'électricité, mais surtout, on l'avait vendu cher. On l'avait vendu à des prix excellents. Oui, et là, c'est pas les prix de l'électricité ou de l'énergie en général qui ont influencé cette nouvelle baisse de prix-là. On dit que c'est en raison des niveaux
les plus bas depuis longtemps dans les réservoirs d'eau d'Hydro-Québec. Parce qu'il y a des grands réservoirs qui sont créés pour, évidemment, être capables d'alimenter constamment un débit là, dans les turbines des barrages d'Hydro-Québec. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en raison de la faible crue printanière, il y a peu de neige qui est tombée l'hiver dernier, des précipitations qui ont été basses cet été, ce qui fait en sorte qu'on a dû réduire le niveau d'eau dans les réservoirs de manière considérable. On s'inquiète pas du côté d'Hydro-Québec. Ce qu'on explique, c'est que malheureusement, puis je reprends leur terme, malheureusement, les changements climatiques font en sorte qu'on va avoir plus d'eau dans les réservoirs, donc plus d'énergie dans les prochaines années. Mais bon, du côté d'Hydro-Québec, là, c'est quand même là, une marge de profit qui baisse pour ce trimestre. Le Monde. On se penche du côté de l'Argentine, Mario, pays qu'on ne visite pas souvent dans nos bulletins de nouvelles, mais qui pourtant attire beaucoup d'attention à l'international en raison de l'élection qui vient de se faire d'un nouveau candidat politique, le tout nouveau président de l'Argentine, Javier Milei, un homme de 53 ans, qui se décrit, puis je vais utiliser ses propres termes avec lesquels il se décrit, un anarcho-capitaliste libertarien avec des postures d'extrême droite. C'est comme ça qu'on l'a décrit souvent. Est-ce que tu as vu ces célébrations hier soir? Il hurlait d'un bord puis de l'autre. Sautait sa scène. Il sautait un peu comme mon chien quand je reviens de la maison, là. Ah oui, complètement hystérique. Il sautait sur... Ah oui, c'était absolument ahurissant à voir. Mais il était content. Ouais, puis Javier Milei, c'est un homme qui a été longtemps dans les médias avec une posture puis une attitude qui fait beaucoup penser à des politiciens comme Donald Trump, là, un polémiste de plateau qui décide de se lancer en politique avec des slogans comme rendre la grandeur à l'Argentine, mais surtout des promesses électorales qui semblent absolument ahurissante, Mario, là, entre autres, mais lui a promis de se débarrasser de la Banque centrale, ni plus ni moins, d'en finir avec se débarrasser de la Banque centrale, pour vrai, la Banque centrale de l'Argentine, c'est un désastre. Ils ont de l'inflation dans les... 143 oui, dans les centaines de pourcents. Ils l'ont eu plusieurs fois dans leur histoire. C'est juste qu'il faut comprendre ce que ça signifie. Mettons, ils vont prendre quoi, le dollar américain? C'est ce qu'il a annoncé. Lui, il veut se débarrasser du peso, ce qu'il appelle, c'est la devise nationale pour l'instant. Le peso argentin, il appelle ça la devise d'excrément. C'est comme ça que lui la qualifie. C'est ça. C'est juste que là, si tu prends le dollar américain, tu es soumis à une devise forte. Comment tu fais là? C'est compliqué, là. Puis tu contrôles plus rien. Le dollar américain peut monter pour des raisons que tu contrôles pas. Qui n'ont pas rapport avec ton économie. Fait que là, ça peut affecter tes exportations. Il y a plusieurs complexités qui viennent avec ça, mais j'avoue que l'Argentine, c'est un pays qui n'a jamais été sérieux dans sa politique monétaire. Sa banque centrale n'a jamais été rigoureuse. Oui, puis là, on est rendu à 4 Argentins sur 10 qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté dans le pays. Ce qui fait en sorte qu'un politicien comme Javier Milei a pu se hisser jusqu'à dans les hautes sphères publiques comme celle-là, jusqu'à devenir le président. Là. C'est vraiment une politique de... Mais c'est drôle parce qu'en Amérique du Sud, de l'autre côté de la cordillère des Andes, au Chili, ils ont élu il y a 2 ans l'autre extrême, là, quasiment un communiste. Là. Oui, c'est la preuve qu'on a souvent des coups émotifs comme ça là, de la part des électeurs qui ont élu M. Milei, qui se fait appeler aussi le président à la tronçonneuse, Mario. Pourquoi? Parce que dans toutes sortes de stunts publicitaires, des réunions, même des discours qu'il prononce, ben son accessoire de prédilection, c'est une tronçonneuse. Ni plus ni moins, là, la bonne vieille chainsaw qui amène avec lui puis qui démarre puis qui fait rouler dans le vide pour symboliser les coupes massives que lui veut faire dans les dépenses publiques. Là. On l'a même vu défiler après son élection là, dans une voiture, tronçonneuse allumée en main. C'est sûr que ça fait extrêmement atypique, là, on se comprend. Avec des toujours un risque. Parce que il n'y a rien de plus dégueu qu'un moteur de chainsaw. Puis, imagine sa scène, là, tu te mets à craquer puis ça part pas. Tu tires sa chaîne puis ça part pas, là. C'est sûr que c'est gênant. Moi, jamais, je me présenterais sur une scène avec une scie à chaîne. Jamais. Mais t'as-tu essayé ça? Non, j'ai pas essayé ça, mais jamais je ferais ça parce que ces moteurs-là, là, c'est pareil pour un bateau, un moteur hors bord. Ça part bien, mettons, pendant 2 semaines, il est parfait. Puis un matin, il décide de te faire suer. Puis là, tu tires. Tu te défais l'épaule, le coude, le tempérament, la cage thoracique, puis ça part pas. T'as-tu l'air innocent, c'est une scène? Ouais, ça c'est sûr. Derrière le lutrin, là, toi, tu craignes.
Ça part pas. Ouais, c'est sûr. Des fois, il fait des petits coups. Puis il part pas. Bon, mais c'est sûr que c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Mais déjà qu'on savait qu'il y avait des idées complètement polémiques. Là. Lui, il veut enlever toutes les régulations sur la vente d'armes. Il veut une solution de marché de dons d'organes, entre autres. Mettre fin à l'avortement, au droit à l'avortement, entre autres. Puis aujourd'hui, il n'a pas perdu de temps, Mario. Il a dit aujourd'hui que l'Argentine devrait réclamer les îles Falkland, hein, ce qu'on appelle souvent les Malouines, tu sais, ces îles qui, dans les années 80, 1982, il y avait une guerre. Ça avait-tu bien fini pour l'Argentine, ça? Absolument pas. Il y a eu au-dessus de 900 personnes qui sont mortes parce qu'ils ont décidé d'envahir d'un seul coup. Parce que, il avait fait un calcul. Margaret Thatcher, elle voudrait jamais se battre pour ça, les Falklands, là. Exactement. Ce qui avait résulté à l'époque... Parce qu'elle n'avait pas bien connu Mme Thatcher. Donc, qui avait un tempérament assez délicat, merci. Ferme et qui était débarqué pour reprendre les îles Falkland de la main de l'Argentine. Mais disons qu'il commence son mandat fort. Mario, aujourd'hui, il a dit, on va les reprendre, ces Falklands-là. Disons que ça promet de ce côté-là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24